Bonjour et bienvenue au jardin qui se mange. Alors on est le 15 août et en attendant qu'il pleuve, puisque c'est toujours pas le cas, je vous propose de faire un petit tour du jardin pour voir principalement ce qui a changé depuis l'année dernière, puisque j'avais fait une vidéo à peu près à la même période qui présentait un peu le jardin. Donc dans les premières choses qu'on n'avait pas vues l'année dernière et qui ont changé, voici une petite rocaille qui a été mise en place dans le jardin. On est devant la maison en fait. Et ici, l'année dernière, il n'y avait que les piquets et les pieds de vigne. Donc là-dedans, il y a principalement des aromatiques, des agastaches et des plantes qui supportent bien la chaleur, puisqu'on est devant la maison au sud et que donc il fait plutôt chaud à cet endroit-là. Comme vous le remarquerez, en fait, toute la surface au sol est paillée. Et donc, ça me permet de faire la transition, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui a changé depuis l'année dernière. En fait, on a désormais accès à une quantité assez importante de broyat de bois. On a pris contact avec un élagueur qui nous fournit ce broyat. Et pas en petite quantité, puisque en général les livraisons sont d'un camion qui fait à peu près 5 mètres cubes. Donc là il en reste un petit peu de la dernière livraison, mais pas. Le tas est normalement beaucoup plus gros que ça. Alors ce broyat, il est, comme vous le voyez, il est un peu composté. Il est constitué de petits morceaux de bois résultant de l'élagage de haies et autres, et il est un petit peu composté dans le sens où il a été laissé en tas pendant quelques années. Donc c'est un ajout qui peut être intéressant effectivement pour les planches de culture ou pour les zones de vivaces. Maintenant le problème c'est que il y a quand même pas mal de morceaux assez gros. Donc effectivement l'intérêt pour les planches de culture est quand même pas forcément évident, vous voyez. Ça, je veux pas de ça dans une planche de culture, parce que dans 5 ans il sera encore là, ce morceau là. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on filtre ce broyat avec notamment ce moyen là qui est tout basique. Il suffit de mettre le broyat dedans, de secouer, et on a deux calibres, un plus fin et un plus épais. Bon, évidemment, ça prend un petit peu de temps. Là, vous avez à peu près 2 mètres cubes qui restent, imaginez sur 5 mètres cubes. Donc, il a fallu trouver une autre solution, et cette solution, je vous la présente juste après, puisqu'elle est dans une autre zone du jardin. Alors voilà la solution qu'on a adoptée pour le tri, le tamisage du broyat. C'est un tromel, un tamier rotatif. Donc avec ça, effectivement, ça va beaucoup plus vite. Une brouette en dessous, une brouette à l'arrière, et on filtre en fait en 2 calibres le broyat de façon un peu plus fluide. Il reste à vider les brouettes, mais c'est beaucoup plus pratique. Alors un point que vous avez sûrement remarqué maintenant par rapport à l'année dernière, les tuyaux d'arrosage, l'herbe jaunie. Bon, on est dans l'aine, certes, mais on a quand même subi les effets de la sécheresse. Il pleut de façon un peu épisodique, mais vraiment en petite quantité, moins de 20 mm par pluie. Donc au bout d'un moment, les végétaux souffrent. On va le voir au fur et à mesure de la progression dans le jardin. C'est pas forcément toujours facile. Donc on n'est qu'en vigilance, et c'est relativement récent. Donc on a pu arroser quand même un peu, et on utilise d'autres astuces pour pallier, pour essayer de protéger nos plantes de la chaleur. Ici en fait on utilise des cagettes retournées pour protéger un semis de carottes qui doit normalement rester humide pendant un certain temps. Donc ça évite le contact du soleil direct et l'évaporation. On a utilisé aussi ce genre de choses sur des plants de laitue par exemple, comme ici, pour leur éviter d'avoir trop de déshydratation et d'avoir les feuilles toutes desséchées. Donc là aujourd'hui normalement il fait 25, on n'a pas ce type de problème là.
Cette année, en fait, donc on a des tomates par contre, beaucoup moins humides que l'année dernière. L'année dernière, toutes les tomates avaient été détruites par le mildiou. J'ai fait 2 semis, ça c'est le résultat du deuxième semis, qui était de toute évidence trop tardif. Vous le voyez, les plants sont petits, ne sont pas à maturité. On verra tout à l'heure les tomates issues du premier semis qui sont beaucoup plus avancées que celles-ci, mais qui sont plantées dans une autre zone du jardin. En plus des tomates, donc, par rapport à l'année dernière, on a des poivrons, que voici, avec une punaise qui s'en va. Ok. Donc c'est une variété de poivrons polonais qui, à maturité, devrait être couleur chocolat. L'année dernière, on n'a pas du tout vu la couleur chocolat. On verra cette année si ça fonctionne. Il y en a quelques-uns quand même qui sont prêts. Dans la série des trucs qu'on avait réussi l'année dernière et qu'on a complètement foiré cette année, le maïs. Donc là, c'est les 2 maïs survivants. Tout à l'heure, on verra les autres. C'est pas du tout la même acabit. Donc la milpa cette année, non, pas de milpa. On a par contre utilisé de façon extensive les pommes de terre pour désherber ou pour peupler des planches comme celle-ci. Donc la méthode de culture est toujours un peu la même. On utilise méthode sur gazon, mais en enterrant légèrement les pommes de terre et en mettant du broyat de bois fin dessus et du compost éventuellement. Ça donne des résultats. On mange des patates depuis un moment déjà. La planche, la butte à la forêt, qui fonctionne toujours aussi correctement, avec des petites laitues supplémentaires qui ont été plantées hier dessus, et une courge qui est un semis spontané, qui est pas très avancé, mais bon, qui commence à se développer. Elle a subi effectivement les effets de la chaleur parce que elle est en plein soleil ici. Alors une des différences importantes par rapport à l'année dernière, on avait ici une haie de thuya qui a été complètement enlevée, remplacée par un système de piquets et une haie fruitière multi-étagée. Donc on a ici framboisier et ronces sans épines ou avec épines, ronces hybrides, plus des vignes. Donc ici, hop, là, c'est Zilga, la vigne préférée de Franck Natier, de la forêt nourricière. Et plus bas, on a une autre vigne qui s'appelle Maïga. Donc ce sont des vignes rustiques, résistantes, donc moins 30, et précoces. Donc normalement, une fois développées, on aura peut-être des fruits au mois d'août. Donc il faut imaginer ça avec une vigne courant sur les grillages et des ronces sur certains niveaux également. Et on a continué, effectivement, on a enlevé au total une vingtaine de mètres de haies de thuya. Voici ce qu'il y a sur la partie la plus basse. Donc là, les plants sont beaucoup plus petits puisqu'ils ont été achetés en jardinerie et ils sont moins avancés. Mais on a aussi un pommier et un poirier palmette. Et le pommier donne ses premiers fruits. On a aussi relocalisé ici 2 petits groseilliers macro qui sentiraient très mal là où ils étaient auparavant. Donc là, ils ont l'air d'avoir repris du poil de la bête malgré l'exposition un peu plus ensoleillée à laquelle ils sont. Et voilà la deuxième vigne qui a des feuilles un peu jaunes. Celle-ci, c'est Maïga. Sur la partie la plus basse, qui est la plus à l'ombre sous cette canopée, on a installé des myrtillers. Donc ils ont quand même un peu souffert de la chaleur, notamment l'un d'entre eux qui était dans le trou ici, qu'on a retiré parce qu'il avait un peu séché. Et on l'a un peu élagué pour voir s'il a l'air repartir, sinon il sera remplacé. Donc pareil, les myrtillers sont de toute petite taille aujourd'hui et on n'a pas donné du tout cette année. Et de l'autre côté ici, on a ce qui était déjà présent l'année dernière, donc d'autres myrtillers qui ont été achetés beaucoup plus grands, mais qui n'ont pas fructifié cette année, probablement encore une période de gel au mauvais moment, ou alors de l'alternance, puisqu'ils avaient très bien fructifié l'année dernière. Et à l'inverse, on a des caséiers, il y a 3 caséiers sur cette partie-là,
qui pour le coup, eux, ils ont bien fructifié. Donc pour leur première année ou leur deuxième année ici, ils ont beaucoup grandi, ils étaient tout petits auparavant et ils ont fructifié. Par contre, on le voit ici, et je vais vous le montrer encore plusieurs fois, les effets de la chaleur sur les plantes, les effets de la chaleur et du soleil direct, un petit 40 degrés, la plante la feuille est décolorée sur sa partie centrale et elle est brunie sur les bords. Donc même l'arrosage ne peut rien contre ça, hein. Quand il fait vraiment très chaud, effectivement on ne peut pas faire autrement. Et vous avez ici, au pied, vous voyez qu'on a utilisé à fond le broyat de bois. Donc cette partie-là, c'est la partie la plus grossière, en paillis pour éviter l'enherbement. Donc là, il y en a assez épais. Ça devrait se décomposer au fur et à mesure en cet hiver avec l'humidité, puisque pour l'instant, ça a tout tendance à sécher. Voilà, je vais vous laisser ici, juste le temps de changer d'endroit et de passer à la suite dans la partie forêt-jardin. Juste avant de faire la suite de la visite, voici ce que donne un sol argileux. Vous voyez là, cette fissure, je peux y mettre ma main. Il y en a un peu partout, des plus petites dans le reste du jardin. Donc un sol argileux très très sec, en fait ça se rétracte et ça donne ce genre de choses. C'est un petit peu effrayant parce que sous les autres structures et les bâtiments, il doit y avoir à peu près la même chose. Donc je ne sais pas, ça va finir par travailler et je ne sais pas ce que ça va donner. Alors dans la suite de la balade, la partie forêt-jardin, une grosse différence par rapport à l'année dernière, c'est que cette année on a des pommes. Donc les pommiers l'année dernière avaient subi un petit gel tardif et puis surtout c'était l'alternance, donc ils ont donné en 2020 mais pas en 2021, et là on est en 2022 et celui-ci n'a jamais eu autant de fruits. À tel point qu'on a dû mettre des étais parce que les branches sont alourdies par les fruits et sont en plein dans le sentier, donc effectivement c'est pas évident de passer. Et on a même dû supprimer des fruits de ce deuxième pommier là qui fait typiquement énormément de petites pommes, et d'ailleurs j'ai pas complètement fini le travail. Le but étant que les branches ne cassent pas, parce que typiquement lui il a des branches qui finissent par casser, et idem on a dû mettre des étais pour pouvoir passer dans le sentier, sinon ça ne fonctionne pas. Alors l'année dernière j'avais dû montrer cette première arche. On a dessus une vigne qui a plein de cloques, mais qui a aussi sa première grappe. C'est la vigne qu'on a plantée en premier dans le jardin. Et ici une ronce du Japon. Donc la ronce du Japon l'année dernière, en fait, elle était à peu près grosse comme ça. Voici les branches de l'année dernière qui ont donné les fruits. Et puis cette année, elle a commencé à grimper. Elle grimpe, et je pense qu'elle atteindra le haut de l'arche sans problème avant l'automne. Donc ce type de ronce, celle-ci c'est la ronce du Japon, Rubus funiculatus, donne des petits fruits. On nous en a donné tout le mois de juillet. Les oiseaux les ont un peu ignorés au départ parce qu'ils sont légèrement collants, ça ne devait pas leur plaire. Et puis après ils les ont trouvés, donc on a dû faire la course avec eux pour émettre des CD dedans pour pouvoir arriver à en manger. Donc ici une petite zone qu'on a commencé à investir. En gros, on fait toujours à peu près la même chose. Effectivement, on prépare une zone pour les plantations. Ici, on a essayé d'y cultiver des pommes de terre. Donc, je pense qu'il ne reste plus aucun plan. Il doit y avoir quelques pommes de terre là-dessous, donc on enlèvera le paillage pour les récupérer. Mais en gros, on défriche un peu, on paille, on attend l'automne et on plante. Avant de planter ici, il faudra peut-être qu'on supprime quelques-uns de ces petits pruniers qui sont en train de sortir de partout. Mais on a déjà une chose qui fonctionne bien, c'est ce joli chou d'Aubenton qui est un rejet du chou principal, qui se trouve plus bas et qui est pour lui qui donne des belles feuilles. Donc il est très bien à la mi-ombre et je pense qu'on lui donnera d'autres copains. Sur cette planche également, déjà plantée, il y avait un assiminier
qui n'est pas le plus beau et qui a aussi les feuilles légèrement jaunies, mais lui il est à l'ombre et la séminier apprécie d'être à l'ombre quand il est jeune. Ici une petite butte effectivement sur laquelle les oignons ont très mal poussé et j'ai réinvesti les choses en mettant des laitues et un semis de radis qui a levé très rapidement, donc des radis d'hiver, radis daikon, radis. Donc ce genre de butte n'a pas, contrairement à celle du haut, de morceaux de bois à l'intérieur, donc ça lui donne une épaisseur de terre assez conséquente. Autre conséquence de la chaleur, on voit ici que ce cassis-ci a des feuilles qui sont complètement brûlées. Donc en fait ici on est dans une espèce de petit trou entre les arbres. C'était un ancien verger ici et vous voyez que c'est assez ouvert. Donc ce qu'on se dit effectivement pour éviter ce genre de mésaventure les années qui viennent, c'est qu'au milieu de cette fraiseraie on va rajouter un arbre et on en rajoutera peut-être d'autres à d'autres endroits stratégiques pour arriver à fournir de l'ombre, une mi-ombre un peu plus propice à la culture de petits arbustes de ce type là, puisqu'il y en a déjà pas mal qui sont installés là et ils ont tous souffert un peu cet été. On a essayé de verticaliser un petit peu le jardin en créant ce type de structure, donc celle-ci est assez moche, hein. Je suis d'accord, je ne pense pas qu'on va la conserver. Malheureusement, au lieu d'être couverte de concombres, elle est assez peu développée pour l'instant. Les concombres ont été semés tard, j'ai eu un petit problème avec les semis dès le départ, et puis ensuite ils n'ont pas vraiment grossi avec la chaleur, donc on en aura probablement, mais je doute que ce soit sur cette zone là. Par contre, ce qui a à peu près fonctionné, donc les choux portugais qui avaient été plantés l'année dernière se sont bien développés, on en a rajouté quelques-uns au printemps. Et vous voyez, donc là on est sur des plants qui font 40-50 cm de haut. Quand ils font 2 mètres, on pourra commencer à récolter les feuilles. Donc ce genre de chou normalement fait une longue tige avec les feuilles au sommet. On a encore un peu de marge parce qu'il y en a quelques-uns qui ne se sont pas bien développés. Donc feu les maïs. Feu, c'est le cas de le dire, ils ont complètement séché, il y avait des haricots plantés au milieu, enfin voilà le résultat de ce qui a très bien marché l'année dernière, la petite mille-pas, en fait à ne pas retenter en plein soleil. On va aller voir un petit peu au fond. Donc notre voisine élague régulièrement les nombreux bambous qu'il y a dans sa propriété, donc on a pu faire grâce à ces bambous qu'elle nous donne un petit plessis. Le but était d'y faire grimper des fraisiers Mount Everest. Ils sont sûrement quelque part au sol, mais ils n'ont pas du tout daigné grimper. Par contre, dans cette planche où il y a déjà d'autres fraisiers, on a de tout qui pousse. On a un noisetier, on a des sureaux, on a des groseilliers, donc il va falloir qu'on règle un petit peu le problème. Et j'ai un bambou qui s'est fait la malle, il va falloir que je le remette. On l'avait mis vert là-dedans dans la structure et il était. Oui, bon, il est en train de se casser. Donc il va servir de tuteur celui-là. Heureusement, juste avant qu'on fasse ce petit tournage, la voisine nous a ramené une nouvelle série de bambous que vous voyez là. Donc le but ici c'est de les ébrancher, de broyer les petites branches qui serviront de paillage. C'est un paillage qui reste pas mal de temps en place. Et de récupérer les tiges. On les stocke ici en attendant de les utiliser. Et après, on peut faire des structures avec. Vous verrez tout à l'heure une structure qui a été faite avec ces bambous. Dans cette zone qui est un peu une zone utilitaire que je vous avais déjà présentée l'année dernière, on a stocké les troncs des tuyas qui ont été découpés et supprimés cette année. Donc on essaie de les utiliser, mais bon, normalement en bois de chauffage c'est pas terrible, c'est résineux, donc ça ne sera pas tellement utilisé comme ça. On en fait des bords de planches, on récupère des morceaux les plus pourris pour les mettre également dans les planches à décomposer, parce que on s'est aperçu que ça fonctionnait bien, pas forcément avec le tuya mais avec d'autres bois. Et on en a fait aussi quelques pas japonais.
Donc pas celui-là, ça c'est l'entame, mais j'en ai fait quelques pas japonais. Donc il faudrait que je continue avec la tronçonneuse puisqu'on a des troncs assez gros pour pouvoir le faire. Nouveau également dans cette zone, le composteur à 3 compartiments en palette propre avec une porte devant pour éviter que le compost ne dégueule sur la partie avant. Donc 3 compartiments. Le premier, c'est celui qu'on va nourrir régulièrement. Donc là, des pommes que j'ai enlevées du pommier que je vous ai montré tout à l'heure pour éviter que les branches ne cassent. Et une fois que le compartiment est plein et que le niveau ne descend plus trop, on le retourne dans le deuxième compartiment en vérifiant effectivement si c'est suffisamment humide, si ça se décompose bien. Et au bout d'un moment, on transfère le deuxième compartiment dans le troisième. Donc ici, on a le compost le plus avancé des 3. Et en fait, c'est très chaud parce qu'il a gardé son humidité et là-dedans, ça doit être à 60 degrés. Donc ça va se décomposer tranquillement, il l'utilisera probablement un peu cet automne, j'en ai déjà pris un petit peu. Par contre, comme vous le constatez, ce compost-là n'a pas été fait à partir de broyat filtré, donc il faudra faire le filtrage a posteriori, en sortie de compost. Pareil, on utilisera le trommel que vous avez vu tout à l'heure. Ah oui, dans la série des utilisations du tuya, des bio qui servent ensuite à découper des branchettes en installant un petit peu partout. Idée reprise de la ferme du Bec et Loin. Donc il a fait très chaud ici, effectivement on peut le voir sur certains des végétaux, là au premier plan un cassis qui a un peu souffert, au deuxième plan un noisetier. Même les fraisiers qui sont au pied, alors qu'ils sont un peu à la mi-ombre, ont quand même eu des branches, des feuilles qui ont péri. Et le pire, c'est cette zone-là. Donc il y avait au départ des plants d'herbes goûteux qui avaient été installés, ils ont complètement cramé. Mais même les adventices, qui sont ici normalement du lierre terrestre, ont disparu de cet endroit. Donc ils n'ont même pas tenu la chaleur qu'il y avait ici. On est juste dans un trou qui donne effectivement ici sur cette partie du jardin, mais en fait il prend la lumière de façon directe à certaines heures et donc ça n'a pas supporté. Au passage, cette vue-là, je me la remets la comparaison avec la vue du jardin tel qu'il était en 2019 quand on a acheté. Et cette année, j'ai pas mal mis de petites coupelles d'eau. Celle-ci est un petit peu jaune, il faudra que je la change. Pour permettre aux oiseaux de boire, de se baigner, aux chats du voisin de venir boire et aux insectes éventuellement de trouver à boire sans se noyer grâce à la pierre. Autre petite nouveauté, ici il y a un cornouiller mâle qui a été implanté. Donc ça c'est un des plants qu'on a implanté cette année et après lequel on a dû courir parce que il n'est pas très bien implanté dans le sol et donc il a soif. Donc on a pas mal dû l'arroser celui-là. Et je vous laisse ici en attendant le passage à la zone suivante. Voilà, on va aborder la dernière partie du jardin. Encore une ronce japonaise ici, mais elle a un an de plus que celle qu'on avait auparavant. Donc elle est beaucoup plus grande, celle-ci a déjà atteint le sommet. J'ai taillé les branches de l'ancienne, de celle de cette année. Donc ici l'année dernière il y avait quelques plantations, mais pas les massifs qu'il y a là. Donc on a implanté une série de petits arbustes, donc un amélanchier au fond, un caséier, des cerisiers de Nankin, c'est ça. Malheureusement ces petits cerisiers de Nankin, ils ont tendance à fleurir trop tôt au printemps et à ne pas donner de fruits. Deux gros groseilliers, donc on les a quasiment achetés à cette taille-là, auprès de notre pépiniériste favori. Et deux goubis du Japon.
Donc toute cette petite partie-là, il restera à planter cet automne la strate couvre-sol dans le paillage qui est prêt à l'accueillir. On va probablement mettre des variétés de fraisiers spécifiques là-dedans. Et cette zone-là est intéressante parce qu'elle a très peu souffert de la chaleur, parce qu'elle est vraiment à l'ombre une bonne partie de la journée. Et en fait, elle ne reçoit le soleil que lorsqu'elle est à des heures où sa chaleur est supportable. On a également planté ici l'automne dernier un petit poivrier de Sancho, qui est là, qui a bien supporté l'été, lui. Il est en train de pousser, il a fait des petites épines. On va voir la suite maintenant. Donc on a dépaillé, en fait on a fauché sous le mirabellier dans l'espoir de pouvoir récolter quelques mirabelles, mais cette année n'est pas une année à prunes, donc on n'a pas pu en avoir beaucoup, et finalement tout ce qu'on a récolté c'est le foin. Alors pour la suite, voilà une structure réalisée à partir des bambous gentiment fournis par notre voisine. Donc c'est une structure pour les haricots, des haricots de Soissons, qui sont une variété de gros haricots blancs. On a donc la structure en bambou, pour l'instant faite avec de la ficelle, mais je pense que si je devais la refaire, je le ferais avec des petits serflex et des filets en biodégradable en fait. Donc à la fin de la saison, on va décrocher ça et récolter les haricots directement dessus, sachant que ils sont déjà sur certains plants, les haricots sont déjà bien formés, ou en tout cas les cosses. Donc ça forme des gros haricots blancs. On a fait plusieurs semis successifs, dont certains avec des haricots du commerce, donc ça marche. D'autre côté, on a une première planche de tomates. Donc ici, principalement, tomates cerises, poire jaune et tomates orange queen. Et vous regardez, vous voyez bien que les plants sont assez exposés en plein soleil, sauf le matin et le soir. Donc ils ont le soleil au plus chaud de la journée. Vous voyez qu'ils sont un peu flagada, ils ont des feuilles un peu jaunes. On ne les a pas taillés, par manque de temps plus qu'autre chose. Ce qui explique qu'ils sont un petit peu partis dans tous les sens et qu'on a beaucoup de mal à les tutorer. Mais bon, ça c'est la première série de c'est la première série, oui, de semis de tomates. Mais on en a d'autres qu'on avait installés beaucoup plus à l'ombre, qui sont effectivement non seulement à l'ombre le matin et le soir, mais aussi une partie de la journée grâce à cet aulne. Qui sont à l'ombre de l'aulne. Et donc voilà ce qui se passe, voilà ce que ça donne en gros quand on ne taille pas les plants de tomates et qu'on les place dans des conditions favorables. En fait, on obtient une espèce de jungle qui est quasiment impénétrable. Là, il y a une allée, je peux quasiment pas rentrer dedans. On a une maturation qui est assez tardive, hein. Il y a énormément de fruits sur les branches, mais ils ne sont pas mûrs pour la plupart. Et lorsqu'ils sont mûrs, il faut aller les chercher, parce que évidemment, comme toujours, les tomates qui mûrissent en premier sont celles du bas, donc il faut aller les chercher, repérer les zones où il y a un peu de rouge, comme derrière, et hop, non, celle-là n'est pas mûre. Donc en fait, c'est un jeu de cache-cache. Et donc, on a essayé de tutorer au départ, mais en fait, au fil d'un moment, il y a tellement de branches que, en fait, il y en a plein qui sont par terre. L'autre problème qu'on a eu, c'est que comme l'argile se rétracte, les tuteurs, en fait, le trou dans lequel ils ont été mis, il ne tient plus. Il bouge parce que le sol s'est rétracté autour du trou du tuteur. Donc en fait, ils ne tiennent plus. Donc ce qui fait qu'en fait, on a beau tutorer, ça ne fait pas grand-chose. Donc au bout d'un moment, on les a laissés un peu faire. Et ils ont quand même été espacés de 90 cm. Donc on attend effectivement de pouvoir récolter, sachant que on a quelques plants qui sont déjà un peu mûrs, on les voit ici. Donc ceux-là, ils sont pour dans une semaine environ.
Ça c'est une tomate qui s'appelle Osu-Blue. Donc elle est bleue sur le dessus et rouge sur le dessous. Normalement c'est une tomate de petit calibre, hein. On voit à peu près, c'est gros comme ça, quoi. Sauf que là, vous voyez les bestiaux. Donc on a du Osu-Blue géant. Je n'étais pas habitué à ça, effectivement, Osu-Blue est plutôt petite. Donc on aura tout ça à récolter. La jungle. Et il y en a déjà quelques-unes là-dedans qui pourraient être mûres. On voit un petit peu de rouge dans le fond, donc il va falloir qu'on investigue ça en fin de journée pour pouvoir faire quelques récoltes. On avait aussi mis quelques courges dedans, donc elles arrivent à se ressortir, à trouver de la lumière au milieu des plants de tomates exubérants. Donc en gros, voilà ce que ça donne si vous ne taillez pas vos plants et si vous les laissez pousser dans un endroit qui leur plaît. On va reprendre la petite vue du fond du jardin tel que pour comparer par rapport à ce qu'on avait en 2019 à notre arrivée. Je vous donne à peu près le même angle de vue. Voilà. Autre structure en bambou ici, donc je pense que hop. Donc on a très mal réussi les concombres, sauf cette variété là, qui est une variété japonaise, Shintokiwa, qui est bien sûr assez... là on est tard dans la saison, mais effectivement on va quand même réussir à en avoir quelques-uns. Pareil, une structure en bambou. Je pense que plutôt que de les fils, il aurait fallu avoir des petites entretoises en bambou, étant donné qu'on en a beaucoup, c'est ce que je ferai la prochaine fois. Et puis on a quelques concombres qui sont en train de grossir gentiment au milieu de ce bazar. Là, je crois qu'il y a 6 plants sur cette petite zone. Donc ils n'ont pas encore tellement grossi parce que ils ont été plantés avec un peu de retard. Mais ils sont ils ont déjà quelques fruits. Encore des tomates cerises. Je crois qu'il y a une douzaine de plants de tomates cerises, donc on n'arrête pas d'en manger depuis déjà plusieurs semaines. Ce que vous entendez, c'est le croustillement, en fait, c'est que l'aulne sous lequel derrière lequel sont plantées les tomates a eu un peu chaud, et donc il a perdu de nombreuses feuilles, ce qui fait que en fait on est comme à l'automne. Bon, il en a encore beaucoup, mais il en a quand même perdu pas mal. Autre point marquant effectivement de cette année, le retour des râteaux-pieds. Donc on s'est aperçu que certaines plantes, dont ce petit poirier, végétaient, avaient beaucoup de difficultés, et en creusant, en enlevant le paillage à son pied, on a découvert des tunnels de râteaux-pieds. Donc cette fois-ci, pour traiter les 10 tunnels, j'ai mis du tourteau de ricin dans les tunnels, et je l'ai fait rentrer avec un jet d'eau. Donc plusieurs effets, hein. Normalement le tourteau de ricin est toxique à l'ingestion, donc on a protégé les racines qui étaient apportées dans la galerie. Par ailleurs, on a fourni un engrais azoté au plant, et enfin on l'a arrosé. Même motif, même punition pour les plants qui sont ici, qui sont en fait des baies de mai, qui, comme leur nom l'indique, donnent des petits fruits au mois de mai. Cette année on a une petite récolte grâce aux 3 nouveaux plants qui ont été installés ici, mais d'une part ils n'aiment pas la chaleur, donc ce sont des plantes qui résistent à moins 30, donc évidemment à plus 40 ça leur plaît moyen, et d'autre part en fait idem, ils avaient des tunnels de râteaux-pieds à leurs pieds, donc on les a traités en espérant que ça règle le problème. Il y a un reste de tunnel ici qui a été partiellement rebouché suite à l'aspersion. Donc, voilà la vue du fond du jardin. Et en été, on profite également de la saison pour préparer en fait les plantations d'automne. Donc là, on a toute une zone dans laquelle on va, si on arrive à en trouver, installer d'autres baies de mai et installer également des ronces tapissantes, en ménageant des passages pour pouvoir faire les récoltes. Donc une petite bordure de bois
qui serait particulièrement adapté pour ça, qui est suffisamment à l'ombre sans trop l'être, et qui devrait effectivement être particulièrement fertile pour ça. Donc il faudra pas faire comme cette année, puisque pour la petite histoire, j'ai mis déjà des ronces tapissantes dans le sous-bois ici, au fond, et elles ont toutes séché, parce qu'elles n'étaient pas assez grandes et que perdues dans la végétation, je ne pouvais pas les repérer pour les arroser. Donc ça c'est la dernière zone du jardin. Quelques petits emplacements également qui ont été paillés, dans lesquels on densifiera la plantation de ces Outynia cordata, ces petites plantes-là, qui sont comestibles hein, et qui serviront de couvre-sol. Elles ont eu un petit peu moins de mal avec la chaleur que d'autres, mais elles ne se sont pas du tout développées. Elles ont plein d'espace, donc on va en remettre d'autres. Donc voilà pour le bilan de cet été, avec la perspective des plantations d'automne. Donc on a encore pas mal de récoltes à venir. Il reste pas mal de pommes de terre en terre, il reste beaucoup de tomates à venir. Et puis on se prépare à l'automne avec des pommes. Ce pommier-là est également bien garni. Donc une fois qu'on aura récolté, il faudra probablement l'élaguer un petit peu parce que les branches sont parties dans tous les sens, c'est très très dense, beaucoup trop. Donc voilà, on a la perspective de travaux futurs et probablement d'autres aménagements, mais ça, je vous en réserve la surprise pour l'année prochaine. Allez, d'ici là, jardinez bien.